L'histoire de cet anime commence à l'ère des légendes, lorsque les dieux et la magie régnaient sur le monde. Durant cette période, il y avait un être redouté appelé Léonie Magnus, il était le seigneur des démons. Puis un jour, il reçut la nouvelle que tous les autres seigneurs démons étaient déjà tombés et que maintenant les 6 grands héros marchaient pour le vaincre. Et pendant que cela se produisait, ces armées de morts vivants affrontaient les humains sur un champ de bataille rempli de chaos. Et au milieu des humains, un arbre colossal émergea du sol, et l'une des héroïnes avança sur lui comme si c'était sa monture. Et bientôt cette héroïne tire une flèche qui se déploie en de multiples lumières, inondant le champ énergétique et avec cela elle ramène à la vie ses soldats qui avaient été vaincus. Et pour couronner le tout, la présence d'un dragon parmi les humains renforça le siège du château de Léonie, mais au lieu d'être désespéré, il se contenta d'observer l'approche constante de ses ennemis tandis que les racines de l'arbre entraient en collision avec ses murs. Et alors que Léonie se préparait à partir combattre les envahisseurs, ses subordonnés lui rappelèrent la promesse qu'il avait faite à la déesse des ténèbres. Et selon cette promesse, ce n'était pas encore le moment de sa mort. Alors, même s'il était contrarié, il prit son bâton et laissa la destruction consumer son château. Et malgré sa défaite imminente, il proclama avec conviction qu'en tant que roi des morts, il reviendrait dans 1000 ans pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Après cela, un long moment s'écoula jusqu'à ce que 2 filles explorent une ruine récemment exposée par un tremblement de terre. Ils ont enquêté sur le site à la recherche d'un éventuel nid vide. L'une d'elles, nommée Célia, dirigea l'expédition, accompagnée de sa servante, Regina. Regina s'interrogea sur la possibilité réelle de rencontrer des créatures du vide, mais Célia lui rappela que ces entités préfèrent se cacher dans des ruines souterraines profondes. Un compteur magique les a aidés à détecter des présences anormales, jusqu'à ce qu'ils trouvent d'étranges statues qui suggéraient qu'ils se trouvaient devant un tombeau de grande importance. L'intensité du comptoir augmenta à mesure qu'ils s'approchaient d'une porte scellée par magie. Célia essaya de comprendre les inscriptions gravées, mais eut du mal à les déchiffrer. Alors qu'elle persistait dans l'analyse, Regina décida de s'éloigner pour explorer par elle-même. Lorsque Célia toucha la surface de la porte, celle-ci s'ouvrit soudainement, révélant un hall éclairé par un cristal gigantesque. Le compteur a dépassé la limite, puis s'est cassé. Curieuse, Célia s'approcha et réalisa qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur du cristal. Dans un fragment du passé, Léonie a rencontré Rosalia, la déesse des ténèbres. Elle se souvint de l'accord conclu entre eux, selon lequel il attendrait l'émergence d'un humain capable de servir de réceptacle à son pouvoir. Léonie la supplia de rester, mais Rosalia partit, ne laissant derrière elle que l'écho du pacte conclu. Dans le présent, Célia a essayé de détruire le cristal en utilisant son arme, mais elle n'a même pas pu le rayer. La tentative a provoqué une réaction qui a réveillé Léonie de son sommeil. Troublé par la présence de la jeune fille dans cet espace scellé, il se demanda si 1000 ans s'étaient réellement écoulés. Avec un enchantement, il commença à comprendre les paroles de Célia, supposant qu'elle était une pilleuse de tombes. Déterminé à la punir, il força le cristal à se briser, la projetant contre le mur sous l'impact. Il s'approcha pour appliquer la punition lorsque Célia, étonnée, demanda ce qu'un enfant faisait à cet endroit. Léonie, surpris, vit son propre reflet et tomba sur une version enfant de lui-même. Il imaginait que le rituel de réincarnation avait échoué, car il était revenu à la forme qu'il avait lorsqu'il était encore un héros. Célia, inquiète, voulait comprendre comment il s'était retrouvé à l'intérieur du cristal et vérifia s'il allait bien. Léonie, gênée, observa sa douce posture et, contre toute attente, commença à la trouver mignonne. Célia a conclu que le garçon souffrait d'amnésie et a déclaré, avec conviction, qu'elle prendrait soin de lui à partir de ce moment-là. Léonie, habituée à être craint comme un seigneur démon, ne savait pas comment réagir au traitement affectueux, mais une partie oubliée de lui l'appréciait. Soudain, il a perdu connaissance. Après avoir repris connaissance, Léonie fut accueillie par Célia qui lui offrit de la nourriture. Cependant, en le goûtant, il constata avec indifférence que son sens du goût avait depuis longtemps disparu, rongé par les siècles et le poids de son existence immortelle. Léonie ne pouvait pas accepter que son corps soit capable de perdre connaissance à cause de la faim, et considérait cela comme une humiliation inexcusable. Au début, il voulait punir Célia pour son comportement, qu'il considérait comme irrespectueux, mais lorsqu'il s'est souvenu qu'elle avait partagé sa nourriture avec lui, il a commencé à considérer qu'elle n'était peut-être pas aussi mauvaise qu'elle le paraissait. Célia s'est ensuite présentée comme une épéiste en formation, appartenant à la Holy Sword Academy. Elle a montré de la curiosité et a voulu en savoir plus sur qui il était. Léonie a déclaré son nom, se révélant être Léonie Magnus. Célia trouvait le nom intéressant et Léonie espérait qu'elle le reconnaîtrait grâce aux légendes qui s'étaient répandues au fil des siècles. Cependant, Célia a simplement commenté que le nom était mignon et, de manière informelle et insouciante, a commencé à l'appeler Léo. Et sans se rendre compte du poids historique que ce nom portait, Célia a supposé que le garçon avait été kidnappé et emprisonné dans les ruines par des créatures du vide. Léonie, sans aucune référence à ce qu'elle disait, se demandait ce qu'étaient ces vides. Célia fut surprise de constater qu'il ignorait quelque chose d'aussi fondamental, alors elle lui expliqua que le vide était le plus grand ennemi de l'humanité,
une menace apparut soudainement il y a 64 ans. Pendant ce temps, Regina continuait son enquête solitaire dans les couloirs de la ruine. Le comptoir qu'elle portait commença à réagir intensément, et un cristal devant elle commença un mouvement anormal. En réponse immédiate, Regina activa son épée sacrée et se prépara au combat imminent. De retour dans la conversation entre les deux, Celia expliqua qu'il y avait encore de nombreux mystères sur le vide, et Léonie essaya de comprendre où il se trouvait dans l'histoire. Cependant, la difficulté s'est accrue lorsque l'on a réalisé que le système de comptage des années avait changé. Celia a simplement dit que nous étions en l'an 64, sans fournir de repères plus clairs. Le silence fut interrompu par une explosion. Regina, par l'intermédiaire du communicateur, a signalé l'émergence d'un vide colossal. Au milieu de la tension, Celia se jeta sur Léonie, le protégeant des débris et le rassurant par sa fermeté. Le mur voisin a été complètement détruit, révélant la présence d'une créature classée comme un ogre. Celia a essayé d'attaquer avec son arme, mais les coups de feu n'ont eu aucun effet. Léonie, déterminée à protéger ce qui restait de son mausolée, se prépara à agir, mais trébucha sur son propre manteau, pas encore habitué au jeune corps qu'il possédait désormais. La créature se rapprochait de plus en plus, mais avant qu'elle ne puisse attaquer, elle fut touchée par un tir puissant. Regina était revenue. La surprise était gravée sur son visage lorsqu'elle vit Léonie, mais Celia dit qu'elle expliquerait plus tard. La créature, bien que blessée, a tenté de se relever. Regina, sans hésitation, transforma son arme en un canon aux proportions encore plus grandes et tira directement sur la poitrine de l'ennemi. L'attaque a eu un effet partiel, mais la créature a quand même résisté. Léonie, impressionnée, reconnut que le niveau de puissance que Regina avait manifesté était comparable à celui d'une magie explosive de 8e niveau. Regina a demandé à Celia et Léonie de fuir pendant qu'elle terminait la confrontation. Celia ne voulait pas la laisser derrière elle à contre-cœur, mais considérant la sécurité de Léonie, elle accepta de partir. Alors qu'ils couraient dans les couloirs, Léonie réalisa à quel point tout semblait hors de contrôle. Pendant un moment, il envisagea de revenir en arrière et de détruire le monstre, mais conclut qu'il devait rester aux côtés de Celia pour recueillir des informations sur le nouveau monde dans lequel il s'était réveillé. Le chemin était bloqué par une autre créature du vide. Celia, sans hésitation, dit à Léonie de courir et se prépara à affronter la menace seule. Léonie envisagea de révéler son pouvoir et de vaincre l'ennemi avec la magie, mais, au moment où il s'apprêtait à lancer le sort, Celia le poussa, prenant le coup de la créature à sa place. Elle fut violemment projetée et du sang coula de son corps blessé, mais malgré cela, Celia s'inquiétait toujours pour Léonie. D'une voix affaiblie, elle s'est excusée de ne pas avoir pu le protéger et a dit qu'il devait s'enfuir. Un autre monstre apparut, entourant Léonie de tous côtés. Lorsqu'ils ont essayé de l'attaquer, une barrière magique l'a complètement protégée. D'un geste, il invoqua son bâton et détruisit instantanément l'un des monstres avec un sort de gravité de niveau 8. Il a ensuite libéré une sphère de feu qui a éliminé les deux monstres restants avec facilité. Et tandis qu'il observait les restes de la créature détruite, Léonie remarqua que les os étaient toujours intacts. Cette prise de conscience l'a alarmé. Dans sa forme actuelle, il s'est rendu compte qu'il ne possédait qu'un tiers de sa force d'origine. Bien qu'il soit un seigneur démoniaque, insensible à la vie humaine, il a reconnu le courage de Celia. Par respect pour ce geste, il décida de la ramener à la vie. Et pendant le sort de résurrection, soudain un étrange symbole est apparu sur le corps de Celia. Pendant ce temps, Regina terminait la bataille contre le monstre auquel elle faisait face et tentait d'établir un contact avec Celia. Léonie, en réalisant l'existence d'une technologie permettant la communication à distance, fut surpris par les progrès humains. Celia s'est réveillée et sa première réaction a été de serrer Léonie dans ses bras avec soulagement, reconnaissante qu'il aille bien. Léonie était incrédule lorsqu'il vit que c'était sa principale préoccupation à ce moment-là. Celia a alors demandé comment elle était encore en vie. Léonie répondit que ses blessures n'étaient pas si graves et qu'il avait simplement utilisé un sort de guérison. Confuse, Celia se demanda si ce qu'il avait utilisé était le pouvoir d'une épée sacrée. Mais Léonie répondit qu'il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Celia a expliqué que les épées sacrées étaient des manifestations d'un pouvoir spécial qui avait émergé parmi les humains pour combattre le vide. Depuis la première apparition de ces créatures, certains enfants ont commencé à manifester des capacités mystérieuses. Léonie se souvint alors de l'arme de Regina, et Celia commenta que les épées sacrées semblaient refléter la personnalité de ceux qui les maniaient. Cependant, elle-même n'avait pas encore été bénie par un tel appareil, et elle utilisait donc des dispositifs magiques courants au combat. Regina les rejoignit bientôt et exprima sa surprise en entendant parler des monstres auxquels ils avaient été confrontés. Celia voulait aussi comprendre ce qui s'était passé, mais Léonie préférait dire qu'ils s'étaient simplement cachés, et que les créatures avaient tout simplement disparu. Lorsqu'ils atteignirent enfin la sortie des ruines, les trois décidèrent de ramener Léonie à la ville. En chemin, Regina s'est présentée officiellement, mais a remarqué le regard curieux de Léonie et l'a accusée d'agir de manière indécente. Celia essaya d'empêcher la conversation de prendre cette direction, mais Regina continua de le provoquer, traitant Léonie comme s'il n'était qu'un garçon embarrassé. Léonie, pour sa part,
pouvait à peine croire qu'un seigneur démon comme lui était ridiculisé par une fille. En arrivant à la ville, Léonie fut impressionnée par le spectacle qui s'offrait à lui. Célia a expliqué qu'il s'agissait du 7e jardin d'assaut, le dernier bastion de l'humanité contre le vide. La révélation laissa Léonie stupéfait de réaliser qu'en fait, 1000 ans s'étaient écoulés depuis sa chute. Dans un souvenir qui me revenait d'il y a 6 ans, le 3e jardin d'assaut était attaqué par une armée du vide. Alors que le chaos s'installait à la surface, les civils ont cherché refuge dans un abri souterrain installé sous un manoir. Parmi les réfugiés se trouvaient Célia et Regina, encore très jeunes, accrochées l'une à l'autre par peur. Regina tremblait au bruit venant de l'extérieur, mais Célia essaya de la calmer en disant que ses parents et les autres chevaliers sacrés n'avaient jamais perdu une bataille. Le bruit devenait de plus en plus fort à chaque instant, et Célia déclara qu'elle combattrait bientôt à leur côté, si seulement elle recevait la bénédiction d'une épée sacrée. Elle a mentionné qu'elle commencerait ses études la semaine suivante. Alors qu'elle essayait de courir vers la porte, déterminée à aider sa famille, Regina la retint, lui demandant de se calmer. Plus tard, tous deux furent sauvés, mais ils apprirent que tous les chevaliers étaient morts. Célia tomba à genoux et elle et Regina pleurèrent toutes de cette perte irréparable. Dans le présent, Léonie spéculait si l'île entière était une forteresse, et Regina confirma, disant que c'était aussi l'endroit où il vivait et qu'il était de la responsabilité de chacun de le protéger. La surprise s'accrut lorsque Léonie découvrit que l'île était mobile, un exploit d'ingénierie humaine. Célia a informé ses supérieurs qu'elle amènerait un garçon réfugié dans les dortoirs. Elle a également rapporté que le garçon avait réveillé une épée sacrée, croyant que le pouvoir utilisé pour la guérir provenait de cette source. Il a dit à Léonie qu'il vivrait désormais à l'Académie Excalibur, un endroit où les personnes dotées d'épées sacrées étaient entraînées pour devenir des guerriers d'élite. Regina se sépara pour aller au marché, tandis que Célia resta pour accompagner Léonie, l'informant qu'avant d'entrer dans le dortoir, il devrait passer par une porte d'examen. Léonie en profita pour aller aux toilettes, où il réfléchit à quel point ses plans avaient déraillé et à la façon dont il était désormais piégé dans le corps d'un enfant. Il a ensuite invoqué ses subordonnés, Blackus et Chéri, directement depuis son ombre. Ils étaient tous les deux surpris par son apparence actuelle, et Chéri a même commenté qu'il avait l'air adorable. Léonie a expliqué que le rituel de réincarnation avait échoué et qu'il était revenu à la forme humaine qu'il avait lorsqu'il était encore un héros. Il a également indiqué qu'il se trouvait sur une île artificielle mobile appelée Asso Garden 7 et a supposé que 6 autres îles de ce type existaient. Les 3 hommes ont convenu que l'humanité avait radicalement changé depuis l'Antiquité, lorsqu'elle était considérée comme la race la plus faible. Léonie a chargé Blackus et Chéri d'inspecter l'île discrètement, sans recourir à la magie qui pourrait attirer l'attention. Pendant ce temps, il s'infiltrerait lui-même dans l'académie, vivant comme un humain ordinaire. En entrant dans la salle d'examen, Léonie s'est retrouvé confronté à des tests qu'il ne comprenait pas. Il fut bientôt informé qu'il devait contrôler son mana, mais une alarme se déclencha, indiquant qu'il avait échoué au test. À la fin, il a reçu une carte d'identité, mais Célia la lui a prise des mains pour prendre une photo. Il a expliqué qu'il avait besoin de la carte pour planifier l'enquête sur sa supposée épée sacrée et a décidé de la garder pour le moment. En route vers l'académie, Léonie fut impressionnée par la paix qui régnait sur l'île. Célia expliquait que cela était dû au fait que le lieu n'avait jamais été envahi par le vide. Lors de la visite des installations, Léonie a remis en question l'existence d'espaces récréatifs, comme une salle de danse, mais Célia a expliqué que de tels environnements produisaient de meilleurs résultats qu'un entraînement militaire rigide. Célia a ensuite montré les terrains d'entraînement où aurait lieu l'évaluation de son épée sacrée. Cependant, pendant le voyage, elle fut frappée par une douleur soudaine à la tête. Lorsqu'elle fut rétablie, elle déclara qu'elle devrait reprendre son propre entraînement afin qu'un jour elle soit honorée de son épée. Près des dortoirs, ils furent interrompus par un garçon nommé Mucel et son groupe. Il a insulté Célia et s'est moqué de Léonie. Les filles qui l'accompagnaient semblaient être sous l'influence de l'épée sacrée de Mucel, et il invita même Célia à faire partie de son harem. Célia a immédiatement refusé. Irritée par son refus, Mucel attrapa Célia par les cheveux, mais Léonie intervint, furieuse, et lança un sort qui força Mucel à se mettre à genoux devant lui. Léonie l'a averti de ne plus jamais déranger Célia. En réponse, Mucel a sorti son arme sacrée, mais avant qu'il ne puisse agir, une fille nommée Elphine est apparue et a menacé de le dénoncer à l'administration de l'académie. Mucel, visiblement mal à l'aise, recula et partit avec son groupe. Célia en profita pour présenter Elphine à Léonie, lui expliquant qu'elle faisait partie de son peloton. Elphine a commenté qu'elle n'avait pas participé à l'expédition parce qu'elle avait besoin de temps pour analyser une réaction magique inhabituelle détectée sur l'île, et qu'une équipe spécialisée avait été chargée d'enquêter plus en profondeur sur le phénomène. La scène se déplace ensuite dans une vieille maison connue sous le nom de Hazelgard Dormitory, où le peloton de Célia était logé. Le système d'académie stipule que les dortoirs sont attribués au peloton en fonction du mérite. Célia a emmené Léonie à l'étage et il lui a demandé s'il pouvait rejoindre un dortoir pour femmes. Célia répondit que, comme il était enfant, cela ne posait aucun inconvénient. Célia lui a montré la salle de bain et lui a suggéré de prendre une douche. Léonie était stupéfait lorsqu'il sentait l'eau chaude couler sur son corps,
stupéfait par l'avancée de cette technologie. Alors qu'il était encore sous la douche, Celia entra dans la salle de bain et commença à le laver. Pendant la douche, elle a commenté qu'il pouvait choisir n'importe quel peloton, mais a avoué qu'elle serait heureuse s'il décidait de rester dans le sien. Léonie a demandé pourquoi Celia voulait tant se battre, même sans avoir réveillé une épée sacrée. Elle a commencé à expliquer ses motivations, mais son corps a lâché et elle s'est évanouie. Léonie a identifié le symbole qui était apparu précédemment sur son corps et l'a activé, ce qui a fait se lever Celia. Puis elle s'approcha et but le sang de Léonie, enfonçant ses dents dans son cou pour absorber le mana nécessaire. Elle était choquée par sa propre action, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Léonie a expliqué qu'elle n'avait pas simplement été guérie, mais qu'elle était réellement morte. 2 ans plus tôt, Celia avait affronté des robots de combat dans un centre d'entraînement d'une académie. Musul est apparu pendant l'exercice et lui a demandé d'abandonner la résistance, insistant pour qu'elle rejoigne son peloton. Regina arriva peu de temps après et expulsa Musul de l'endroit. Elle a encouragé Celia, en disant qu'une fois qu'elle aurait réveillé son épée sacrée, elle serait capable de faire face à des individus comme lui. Celia répondit que son désir d'acquérir une épée sacrée ne venait pas du besoin de vaincre des ennemis, mais de quelque chose de plus profond. Dans le présent, Celia s'est réveillée de son état d'inconscience. Léonie a révélé qu'il était un ancien sorcier réincarné et qu'il avait utilisé un sort de niveau 10 pour la ressusciter, transformant son corps en vampire mort-vivant. Elle a également dit que le sang qu'elle avait ingéré servait à restaurer son mana. Celia lui a raconté la tragédie qui a détruit sa ville natale, lorsqu'une horde de créatures du vide a anéanti la région. Depuis lors, elle et Regina ont été accueillis par l'académie. Il a admis qu'il s'était lancé dans des missions dangereuses pour accélérer son réveil. Il a demandé si, maintenant qu'il était un vampire, il avait encore une chance de conquérir son épée sacrée. Léonie répondit qu'il n'en était pas sûr, mais lui assura qu'elle était devenue plus forte. Soudain, l'estomac de Léonie grogna, lui rappelant les faiblesses du corps humain. À la cafétéria, il a essayé de payer son repas avec une pièce d'or, affirmant qu'elle valait suffisamment pour acheter le menu entier. À sa grande surprise, il découvrit que l'assaut Garden n'acceptait que les crédits et que l'or avait perdu une grande partie de sa valeur, rendant toutes ses économies inutiles. Pendant le déjeuner, 2 usuriers se sont approchés d'une jeune fille, exigeant un paiement immédiat. Lorsqu'elle a demandé une semaine supplémentaire, les 2 ont commencé à l'approcher agressivement, jusqu'à ce qu'elle les chasse à l'aide d'une épée en bois. La fille a été identifiée comme étant Sakuya, un membre du peloton de Celia. Elle s'est excusée de ne pas avoir participé à l'expédition précédente, expliquant qu'elle était sortie jouer après l'école. Elphine lui avait déjà parlé de Léonie, donc Sakuya était consciente de sa présence. Léonie a noté qu'elle possédait des compétences exceptionnelles à l'épée. Celia a offert le déjeuner à tout le monde. Léonie a demandé à Sakuya pourquoi elle portait une tenue inhabituelle, et elle a expliqué qu'elle portait les vêtements traditionnels de sa patrie, un endroit qui avait été détruit par les créatures du vide. Sakuya a déclaré qu'il éliminerait un jour tous les ennemis responsables de la destruction. 2 filles se sont approchées pour demander l'argent que Sakuya lui avait prêté, mais elle a trouvé des excuses et a essayé de les esquiver. Au centre de formation de l'académie, une femme nommée Alto a été chargée de procéder à l'évaluation de l'épée sacrée de Léonie. Il a convoqué son personnel et a expliqué qu'il s'agissait d'une arme de soutien. Avec une facilité impressionnante, Léonie a détruit 3 robots simulateurs de combat. Compte tenu de la démonstration, Alto a déclaré qu'une enquête plus approfondie sur ses capacités serait nécessaire. Musul est apparu et a suggéré que l'évaluation de Léonie se fasse par le biais d'un duel entre les 2. Le défi a été accepté. Lorsqu'il devint clair que tout le peloton de Musul participerait à la confrontation, Celia intervint et se porta volontaire pour combattre aux côtés de Léonie. Musul a imposé la condition que s'il perdait, Celia devrait rejoindre son peloton. Léonie accepta le risque, exigeant qu'en cas de victoire, Musul ne dérange plus Celia. Sous la supervision d'Alto, la bataille a commencé. Celia a rapidement vaincu plusieurs membres de l'équipe adverse. Alors qu'elle affrontait 2 adversaires, une 3e fille s'avança contre Léonie sur ordre de Musul. Léonie réagit en lançant un sort d'invocation d'ombre, immobilisant l'attaquant. Regina est arrivée en courant sur le terrain d'entraînement, surprise par la scène. Celia a vaincu le reste du peloton, mais lorsqu'elle s'est préparée à attaquer Musul, elle a été immobilisée par les pouvoirs de son épée sacrée et a fini par être désarmée. Musul s'avança vers Léonie, qui décida de l'affronter seule, lui et tout le peloton. Face à un danger imminent, Celia a réveillé son épée sacrée dans son moment de plus grand désespoir, déterminée à protéger Léonie. L'épée, héritage de la famille Crystalia, est apparue en réponse à sa détermination. Celia s'est libérée de son emprisonnement magique, s'est avancée et a coupé l'épée de Musul en 2. Avec la destruction de l'arme, le contrôle de Musul sur les filles de son peloton a été brisé et elles sont revenues à la normale. Musul, vaincu, déclara sa reddition. Regina courut serrer Celia dans ses bras, célébrant la victoire tandis que les autres étudiants applaudissaient. Plus tard, dans le dortoir, Celia a remercié Léonie pour son aide et a déclaré qu'en tant que subordonnée, elle ferait de son mieux pour le protéger. Elle lui a également demandé de la rendre plus forte. Une célébration a eu lieu dans le dortoir,
à la fois pour célébrer le réveil de l'épée sacrée de Célia et pour accueillir officiellement Léonie en tant que nouveau membre du peloton. Au cours de la célébration, il y a eu une brève discussion sur la chambre dans laquelle Léonie devrait rester. Il a dit que la chose la plus logique serait de rester dans celle de Célia, puisque c'était elle qui l'avait trouvée. À un autre moment, Léonie était dans la chambre d'Elphine pour s'inscrire sur le réseau de l'académie. Elphine a déclaré que, dans son ancien peloton, elle jouait comme attaquante. Cependant, après avoir perdu ses compagnons dans une bataille contre le vide, elle est devenue émotionnellement secouée et a fini par perdre ses pouvoirs d'origine. Et depuis, elle travaille comme analyste de données. Léonie a terminé son inscription à l'académie et a emprunté la tablette d'Elphine. En regardant la carte du monde affichée sur l'écran, il réfléchissait à ce qu'était ce territoire à son époque. Il remarqua que les vides semblaient apparaître précisément aux endroits où d'anciennes batailles avaient eu lieu. Blackus émergea de l'ombre de Léonie et les informa que la ville entière était alimentée par un énorme cristal de mana connu sous le nom de Power Plant. Peu de temps après, Chéri est apparu et a rapporté que le nom de Léonie et la guerre avaient été complètement oubliés par les gens, ce qu'il a trouvé profondément étrange. Au fond de la mer, sous l'île flottante, des plongeurs ont exploré la région à la recherche de signes possibles d'une infestation du vide. Au cours de l'expédition, une créature ressemblant à un arbre les a soudainement attaqués et, avant l'attaque, a prononcé le nom de Léonie. Le récit revient ensuite à l'année 432 du calendrier du Saint-Dieu. À cette époque, le jeune Léonie, héros de l'épée sacrée, se rendit dans une carrière pour éliminer les gargouilles qui terrorisaient les ouvriers. Le guide qui l'accompagnait a commenté qu'il était un homme honorable pour entreprendre une tâche comme celle-là, surtout si l'on considère que les 6 autres héros étaient occupés à protéger la cité impériale. Lorsqu'ils arrivèrent sur place, Léonie réalisa qu'il était tombé dans un piège. Des soldats sont apparus des environs et l'ont rapidement enchaîné. Ils lui enfoncèrent des lances dans la poitrine et le laissèrent pour mort, affirmant qu'il ne représenterait plus une menace pour leur maître. Alors que sa vie s'écoulait, Léonie reçut la visite de la déesse des ténèbres, Rosalia. Elle lui a demandé s'il détestait ceux qui l'avaient trahi. Léonie répondit qu'il n'était pas forcément mauvais. Rosalia l'a alors invité à se rebeller contre le monde, affirmant qu'elle l'avait toujours observé et qu'elle l'aimait bien. Elle a dit qu'il devrait lui appartenir. Léonie s'est réveillée de son rêve, se souvenant de sa mission de restaurer l'armée démoniaque. Puis il réveilla Célia de son sommeil en activant la marque d'autorité sur son corps. Il a expliqué que cette marque lui permettait de contrôler ses subordonnés. Célia lui demanda avec méfiance s'il avait l'intention de l'utiliser pour la forcer à commettre des actes indécents, mais Léonie répondit qu'il ne ferait jamais ça. Il a noté que même si ses instincts sanguinaires s'intensifiaient la nuit, elle devrait au moins demander la permission avant de boire son sang. Célia a reçu un appel d'Elphine, qui l'a informé qu'une réunion stratégique avait été convoquée même si c'était son jour de congé. Il a promis de tenir Célia au courant dès qu'il aurait plus d'informations. Après avoir raccroché, Célia a demandé à Léonie de la former ce jour-là. Il la taquinait en disant qu'elle semblait pleine d'énergie après avoir bu son sang. Au centre de commandement, les membres du conseil d'administration et le directeur par intérim Costoro ont été informés que la communication avec le peloton de marine avait été complètement coupée. Une activité vide a été détectée pendant seulement 3 secondes avant que le signal ne soit complètement coupé, ce qui est considéré comme extrêmement inhabituel. Les images capturées montraient une créature floue, dont l'apparence ressemblait à un arbre. Les conseillers se demandaient s'il s'agissait d'une nouvelle espèce ou d'un seigneur du vide. Au cours de la discussion, ils ont rappelé l'attaque d'il y a 6 ans et ont souligné comment les avancées technologiques et tactiques réalisées depuis lors ont été conçues pour venger cette tragédie. À la fin de la réunion, le véritable commandant a contacté Costoro et a ordonné une nouvelle mission de reconnaissance. Le commandant de division Gillian a pris la responsabilité de l'opération, s'assurant qu'une force d'élite serait déployée et que la sécurité de l'île serait assurée. Pendant ce temps, dans les camps d'entraînement, Célia a démontré des progrès et a facilement vaincu les robots de simulation. Léonie a décidé d'augmenter le défi. Il entoura la zone d'entraînement d'une barrière magique et invoqua une horde de squelettes, les subordonnés les plus faibles de son armée. Après avoir vaincu tous les ennemis, Célia tomba d'épuisement. Elle proposa alors de payer un repas en guise de remerciement, mais Léonie hésita, ne voulant plus dépendre d'elle. Cependant, son estomac gargouilla avant qu'il ne puisse refuser. Au fond de l'océan, une autre équipe de reconnaissance cherchait des indices sur le possible seigneur du vide. Au dortoir, Sequoia a trouvé Blackus assis dehors et l'a trouvé adorable. Elle lui a attaché une collation autour du cou en guise de cadeau. Regina entra dans la chambre d'Elphine avec de nouveaux bonbons, voulant qu'elle les essaie. Sequoia arriva ensuite et parla de l'étrange animal qu'il avait trouvé dehors. Regina a remarqué qu'Elphine portait l'uniforme et a demandé pourquoi. Elphine a répondu qu'elle était en service avec l'équipe de reconnaissance. Célia et Léonie exploraient la ville dans son véhicule, tandis qu'il observait chaque nouveau développement avec admiration. J'étais de plus en plus impressionné par les progrès de l'humanité. Dans un autre quartier de la ville, Chéri avait commencé à travailler dans une cuisine pour gagner de l'argent. Le chef lui a demandé de couper des pommes de terre, mais elle a accidentellement détruit les légumes et le bol dans lequel il se trouvait. En guise de punition, elle a été envoyée balayer la façade de l'établissement. Avant de commencer à balayer,
Chéri a vu Célia arriver avec Léonie et s'est caché derrière la porte. Célia acheta des beignets et Chéri la regarda discrètement alors qu'elle se demandait quel serait leur sort. Ils se sont dirigés vers un restaurant appelé The Sunny Spot. Dès leur arrivée, plusieurs enfants accoururent pour saluer Célia. Il est devenu clair que ces enfants étaient orphelins et qu'ils vivaient dans le restaurant où Célia travaillait pendant son temps libre. Léonie observa les enfants et se souvint que, comme eux, il avait été orphelin. La différence résidait dans les mensonges qu'il avait entendus et ceux qu'il avait choisi de dire. À l'intérieur du restaurant, un garçon nommé Dean a fait une farce à Célia en soulevant sa jupe, ce qui a incité Léonie à essayer immédiatement de l'arrêter, mais Célia l'a légèrement calmé. Peu de temps après, la propriétaire des lieux, Miss Frenia, s'est approchée pour les saluer et Célia lui a présenté Léonie. Célia a dit qu'elle avait acheté des beignets et des légumes et que, ce soir-là, elle préparerait elle-même le dîner. Léonie a compris que ce restaurant, avec ses enfants, était l'endroit que Célia voulait protéger. En réfléchissant, il se demandait s'il y avait encore quelque chose qui méritait sa protection, de la même manière que Célia l'avait fait pour elle-même. Dans la salle de contrôle, Elphine détectait d'étranges vibrations sous la ville grâce au radar, et Sakuya ressentait un malaise croissant. Dans les zones administratives souterraines, les employés de la ville ont vérifié les réserves de nourriture et ont été choqués de trouver des racines d'arbres envahissant l'espace. Le récit revient à l'année 428 du calendrier du Dieu Saint, lors d'une invasion de monstres dans une ville fortifiée. 3 héros regardaient l'ennemi avancer au-delà des murs, parmi eux le jeune Léonie, qui n'avait que 12 ans. Tyrus a déclaré qu'il ne pouvait pas attendre l'arrivée des autres héros. Le plus âgé du trio, Erakiel, décida d'anéantir les monstres ainsi que tous les habitants de la ville, en lançant un sort qui détruirait toutes les formes de vie présentes. Il a chargé Tyrus de ranimer les citoyens après le massacre. Léonie, voyant cela, tira son épée et coupa le sort d'Erakiel en plein vol. Selon lui, il n'était pas acceptable de tuer puis de restaurer, et il a simplement déclaré qu'il n'était pas d'accord avec ce type de solution. Se lançant seul contre les monstres, Léonie les élimina un à un, gagnant l'admiration des citoyens qui célébrèrent en extase. Pourtant, Erakiel commenta sombrement qu'un jour Léonie lui-même provoquerait sa chute avec ce pouvoir incommensurable. De retour dans le présent, la salle de contrôle a reçu la nouvelle que le spécimen détecté dans les eaux avait disparu. Costoro a suggéré qu'il ne pouvait s'agir que d'un vide, car les créatures normales ne disparaîtraient pas de cette manière. Gillian a suggéré la possibilité que l'ennemi soit en train de se cristalliser et a souligné la nécessité d'éliminer la menace avant qu'elle ne puisse se manifester à nouveau. L'équipe de commandement a été informée qu'une épéiste sacrée du 18e peloton souhaitait partager les résultats d'une enquête. Le conseiller militaire semblait initialement indifférent, jusqu'à ce qu'il apprenne que la jeune fille appartenait à une famille affiliée, ce qui a changé son attitude. Elphine est apparue sur l'écran et a commencé à rapporter les données collectées, déclarant qu'un vide s'était infiltré dans le sous-sol du jardin d'assaut, ce qui provoquait des interférences dans le réseau de communication mobile. La révélation a provoqué l'étonnement. Les opérateurs de la centrale ont confirmé le diagnostic, signalant des bruits étranges provenant du bloc 59. Le mouvement du vide semblait être en cours. Elphine a suggéré que le vide envahissant pourrait dissimuler sa trajectoire pour atteindre des régions plus profondes de la ville. Certains présents ont affirmé qu'un vide n'aurait pas assez d'intelligence pour exécuter une telle stratégie, mais un nouveau rapport du secteur des ressources a indiqué la présence de structures végétales denses ressemblant à des racines dans un entrepôt. Regina a essayé de contacter Célia, mais l'appel n'a pas abouti. Elphine a ensuite envoyé un drone vers le restaurant ensoleillé où Célia et Léonie étaient encore avec les enfants. Des soldats ont été envoyés pour affronter le vide dans l'entrepôt, mais la créature s'est échappée, laissant tout le monde perplexe. Elphine a averti que le vide se déplaçait à travers le réseau électrique vers la centrale. S'il atteignait sa destination, il pourrait absorber une immense quantité de mana et déclencher une nouvelle attaque de masse. La créature a atteint la plante et a fait face au système de défense. Au même moment, Costoro ordonna à la ville d'entrer en mode forteresse et commença le plan d'évacuation de la population vers des abris souterrains. Le vide, en entrant en contact avec le cristal de mana de la plante, a provoqué une éruption énergétique et a déclenché une nouvelle vague d'envahisseurs. Des monstres ont commencé à descendre du ciel. Dans la salle de commandement, les préparatifs s'intensifiaient, l'équipe devant résister pendant au moins 3 jours jusqu'à l'arrivée des renforts de la capitale. Léonie et Célia, désormais pleinement conscients de la situation, organisèrent des efforts de protection. Léonie a ordonné à Chéri d'être responsable de la protection des enfants qui vivaient dans le restaurant. Pendant l'évacuation, des créatures vêlées se sont approchées et Léonie a rejoint Célia sur les lignes de front. Célia en détruisit 2 avec facilité, tandis que Léonie incinéra les autres. Soudain, 3 vides de classe ogre apparurent dans la zone où le reste du peloton était positionné. Sequoia a vaincu chacun d'eux avec précision, tandis que Regina a utilisé son canon pour anéantir le reste. La région était exempte de menaces immédiates,
mais les tensions ont augmenté lorsqu'un vide de classe Hydra est apparu à proximité. Puis, une créature de classe dragon descendit du ciel. Léonie exprima son dédain en voyant que même les majestueux dragons avaient été réduits à néant et déclara qu'il s'occuperait lui-même de l'ennemi. Il a demandé à Célia de le protéger pendant qu'il préparait un sort avancé. Après avoir terminé l'incantation, il lança une attaque magique de niveau 10 contre le dragon, le faisant tomber du ciel. Cependant, la créature était encore en vie lorsqu'elle s'est écrasée au sol. Le dragon expulsa des flammes, frappant Célia et la jetant de côté. Blackus est sorti de l'ombre pour retenir l'ennemi, donnant à Léonie le temps de terminer un autre sort. Une fois le sort terminé, Léonie a vaincu le dragon. La victoire fut cependant de courte durée. Le sol trembla violemment, une fissure s'ouvrit et d'épaisses branches émergèrent, saisissant Célia et la tirant vers le bas. Léonie courut vers la crevasse, mais d'autres branches semblaient le bloquer. Les branches s'entrelaçaient, formant une créature humanoïde qui l'appelait par son nom. Léonie reconnut immédiatement la silhouette comme étant celle d'Arakiel. En souvenir de l'année 434 du calendrier du dieu saint, Léonie est retournée au château de la capitale des morts vivants appelé Necrosa, après une autre bataille. Rosalia l'attendait, et il était clair que Léonie subissait déjà une profonde transformation, la moitié de son visage étant déjà recouverte d'os exposés. Il raconta sa victoire sur un ennemi puissant et offrit à Rosalia le butin de la confrontation. Elle lui a cependant demandé de garder les objets pour la protéger. Rosalia le félicita sincèrement et Léonie mentionna qu'il s'était fait un nouvel ami nommé Blackus, un noble du royaume des ombres. Il a aidé Blackus chaque fois que cela était nécessaire en raison d'un conflit impliquant sa lignée. En échange, il a appris des sorts importants. Rosalia exprima sa volonté de faire un don à Léonie, puis lui révéla l'épée sacrée qu'il avait utilisée lorsqu'il était encore un héros. Rosalia regarda l'ancienne épée sacrée que Léonie avait brandie pendant sa jeunesse et considéra que cette arme ne correspondait plus à ce qu'il était devenu. Elle transforma donc la lame en une épée démoniaque et la lui tendit, l'avertissant qu'il y avait des conditions spécifiques pour l'utiliser, même si elle savait que Léonie les connaissait déjà bien. Dans le présent, Léonie affronte Arakiel devant les ruines de la centrale. Réalisant que l'ennemi se préparait à invoquer davantage de vide, Léonie répondit avec de la magie du feu, interrompant le sort et forçant Arakiel à se retirer dans la terre. Léonie a alors immédiatement vérifié la marque de contrôle sur Célia et a confirmé qu'elle était toujours en vie, puisque le sceau n'avait pas disparu. Compte tenu de cela, il jura qu'il détruirait définitivement Arakiel. Blackus est sorti de son ombre et les deux ont discuté de la possibilité qu'Arakiel soit toujours en vie à cause de Rosalia, ce qui a soulevé le soupçon que la déesse des ténèbres elle-même aurait également pu survivre. Léonie jeta un sort et ordonna à certains de ses soldats de protéger les enfants, tandis que lui-même partait à la rescousse de Célia. Blackus entendit une faible voix venant d'un coin et découvrit l'appareil de communication que Célia avait laissé tomber. Elphine a essayé de communiquer avec Célia, lui demandant de rejoindre le combat contre le vide de classe Hydra, car la force actuelle du groupe n'était pas suffisante. Léonie a pris le relais de la communication et a expliqué que Célia avait été capturée par les vides. Il a demandé à Elphine d'utiliser les capacités de suivi de l'épée sacrée pour localiser Célia. Elphine prévint que la situation était dangereuse et suggéra d'attendre les autres pelotons, mais Léonie fit valoir que le temps ne permettait pas un tel retard. À l'aide de son épée, Elphine analysa la scène et décida de faire confiance à Léonie après avoir été témoin de la destruction laissée par son passage. Elphine a suivi le signal de la marque et a découvert que Célia se trouvait dans les locaux de l'usine, ce qui a conduit Léonie et Blackus à commencer immédiatement la mission de sauvetage. Pendant ce temps, Elphine a échappé de justesse à une attaque d'hydre, étant sauvée par Chéri, qui l'a aidé à vaincre la créature sans attirer l'attention, laissant les autres confus quant à ce qui s'était passé. Léonie a conduit Blackus jusqu'à l'usine. En chemin, Blackus s'est demandé pourquoi il essayait de protéger les humains, et Léonie a admis qu'il avait développé une certaine affection pour eux. Après avoir envahi l'installation, Léonie a lancé un sort de feu sur Arakiel, mais l'ennemi est resté indemne, soutenu par sa capacité de régénération. Arakiel a déclaré que Léonie aurait dû périr il y a 1000 ans. Léonie répondit qu'il n'était jamais mort, qu'il avait juste scellé son âme. Arakiel a dit que le monde avait changé et serait reconstruit avec l'étoile vide, tandis que Léonie essayait de comprendre le sens de cette déclaration. Arakiel a refusé les explications et a affirmé qu'il avait été choisi pour annoncer une nouvelle ère. Des visages humains jaillirent des branches qui composaient le corps d'Arakiel, et Léonie reconnut qu'il avait assimilé les prêtres du Saint-Ordre. Dans une autre partie de l'établissement, Célia était attachée entre les branches. Les racines commencèrent à l'attaquer, et les esprits des victimes assimilées remarquèrent que leur énergie magique était rapidement drainée, un effet attribué à Arakiel. Léonie réalisa qu'étant donné la vitesse à laquelle il perdait du mana, la seule façon de gagner serait de localiser Célia et de la réveiller. Pendant le combat, Léonie a recouvert le casque de son propre sang et a commencé à chercher Célia. Poussée par le désir de protéger tout le monde autour d'elle, Célia exprima sa volonté de résister, ce qui fit surgir des épines de son sang et détruire une partie des branches qui l'emprisonnaient. Léonie a identifié sa position et a tiré l'écouteur imbibé de sang comme un projectile,
perçant Célia et réveillant ses pouvoirs vampiriques. Célia réussit à se libérer et courut à la rencontre de Léonie. Blackus se retira de la bataille, blessé, pour récupérer ses forces. Célia demanda ce que Léonie avait fait, et il expliqua qu'il lui avait offert un peu de son sang pour la renforcer. Les deux se préparaient à la confrontation finale. Arakiel a commencé une série de sorts de niveau 10, tous avec le potentiel de destruction massive. Léonie a demandé à Célia de le protéger pendant qu'il préparait sa propre offensive. Pendant que Célia s'occupait des monstres en utilisant la manipulation du sang, Léonie invoquait l'épée du démon. Le sort d'activation de Dain a révélé sa condition principale, selon laquelle l'utilisateur ne pouvait l'utiliser que s'il protégeait son royaume. Sur ce, Léonie déclara que le 7e jardin d'assaut était désormais son royaume et que tous les citoyens de cet endroit seraient ses sujets. Il a promis de les protéger de toutes ses forces. L'épée accepta sa résolution et Blackus regarda avec surprise le lien se terminer. Arakiel soutenait qu'il était impossible de changer le destin du monde, mais Léonie croyait que même le destin pouvait être vaincu. Fort de cette conviction, il porta un coup dévastateur en utilisant Dain, mettant fin à l'existence d'Arakiel. Les vides restants ont cessé d'apparaître et les quelques-uns qui étaient encore présents ont commencé à se dissiper. Dans la salle de contrôle, les opérateurs restaient incrédules face au succès de la défense. Beaucoup pensaient que le Seigneur du Vide avait été détruit en même temps que l'effondrement de la centrale électrique. Pendant ce temps, Léonie et Célia atterrissaient au sol, où ils furent accueillis avec enthousiasme par les membres de leur peloton, qui célébraient le fait que tout le monde était sain et sauf. De retour au dortoir, Léonie était allongée sur le lit. Célia s'est approchée avec des sandwichs et une médaille faite à la main par les enfants du restaurant ensoleillé. Timidement, Célia demanda encore une fois un peu de sang. Léonie lui tendit le doigt. Avant qu'elle ne puisse agir, les autres membres du dortoir entrèrent dans la pièce. Célia a essayé d'expliquer ce qu'elle faisait, mais personne n'a vraiment cru à sa justification. Après l'attaque du jardin de Assalto, la ville était en pleine reconstruction. Depuis que la centrale électrique a été détruite, la source de mana a été temporairement remplacée par des panneaux solaires, qui convertissait la lumière du soleil en énergie magique. Léonie, alors pris de curiosité et poussée par son nouveau rôle, décide d'entrer dans le coffre-fort de la ville pour en découvrir davantage sur la terre qu'il considère désormais comme son royaume. Léonie a tenté de pénétrer dans le coffre-fort de la ville, poussé par son désir d'en savoir plus sur la terre qu'il appelait désormais son royaume. Cependant, il en a été empêché. L'esprit artificiel qui gardait l'entrée l'informa qu'il aurait besoin d'une autorisation préalable du service administratif. Regina s'approcha de lui par derrière, silencieusement, et le taquina légèrement. Elle lui demanda pourquoi il était là, et Léonie répondit par un mensonge soigneusement construit, disant qu'il avait l'intention d'étudier les langues anciennes afin de lire les inscriptions sur les murs de la ruine où il avait été trouvé. Regina a ensuite démontré sa propre habileté en accédant au coffre-fort d'un simple coup d'œil. Léonie, surpris, lui demanda comment elle avait réussi, mais elle repoussa la question, affirmant que c'était juste un tour de magie et lui demandant de ne le dire à personne. Alors qu'ils exploraient l'intérieur du coffre-fort, ils reçurent tous deux une notification du département administratif, les invitant, avec le reste du peloton, à une cérémonie de décoration qui se tiendrait à bord du SS Hyperion, un navire où la princesse impériale Altaria serait présente. Léonie a suggéré à Regina de se rendre au port pendant qu'il terminait ses recherches, mais elle a décidé de ne pas assister à la cérémonie. Pendant ce temps, dans l'aile de conservation, un groupe de demi-humains dirigé par un lion noir nommé Bastia élaborait un plan pour envahir la cérémonie et kidnapper la princesse. L'objectif du groupe était de l'utiliser comme monnaie d'échange pour obtenir la libération de leurs camarades détenus comme prisonniers dans la capitale. Le plan fut cependant interrompu par l'arrivée de Charnak, la sorcière de la forêt des ténèbres éternelles, qui proposa une approche alternative. Elle a offert des épées démoniaques au groupe, leur assurant qu'avec elles, il pourrait affronter les épéistes sacrés sur un pied d'égalité. Sa proposition impliquait de prendre le contrôle du navire et de capturer la princesse, ainsi que d'épargner certains des épéistes pour des rituels sacrificiels. Le groupe a accepté les conditions. Au port, la princesse salua les gens rassemblés, tandis que Regina observait tout de loin. Léonie retrouva le peloton et donna à Célia un porte-clés qu'il avait acheté, un geste qu'elle apprécia sincèrement. Pendant le voyage vers le navire, un jeune homme nommé Fenry, un ami d'enfance de Célia, est apparu et a provoqué le groupe en qualifiant le peloton de paresseux. Célia s'est immédiatement irritée, et les deux ont commencé une dispute, qui n'a été interrompue que par l'intervention d'Elphine. Avant de s'éloigner, Elphine félicita Célia d'avoir réveillé son épée sacrée. Pendant ce temps, les demi-humains ont commencé leur invasion du navire depuis le côté faisant face à la mer, où la surveillance était la plus faible. En utilisant les uniformes des soldats qu'ils avaient tués, ils ont réussi à se déguiser. Sur le pont, les autres membres des pelotons profitaient du moment de détente. Léonie, quant à lui, a examiné les informations obtenues dans le coffre-fort et a conclu que des sections entières de l'histoire avaient été volontairement effacées. Chérie est apparue devant lui et a partagé les données qu'elle avait recueillies sur le navire. Léonie, lui témoignant sa reconnaissance, lui offrit un churro en cadeau,
ce qui ne répondit pas aux attentes de la jeune fille. Célia s'est approchée de lui peu de temps après et l'a convaincu de l'accompagner à un cours de natation. Durant l'exercice, Léonie a rapidement regretté d'avoir accepté, car il avait du mal à maintenir sa concentration, distrait par le maillot de bain de Célia. À l'intérieur du navire, la princesse était accompagnée de quelques gardes pour prononcer un discours, mais ils ont tous été pris en embuscade et tués par les envahisseurs déguisés, qui ont réussi à capturer la princesse. L'animal de compagnie de la princesse s'est cependant échappé. Au même moment, les envahisseurs prirent le contrôle du pont et révélèrent leurs épées démoniaques. Fenris a essayé de réagir, mais a été arrêté lorsque les ennemis ont menacé d'ouvrir le feu sur les civils, forçant tout le monde à battre en retraite. Un elfe âgé parmi les envahisseurs a utilisé une bombe détonante en forme de pomme pour tenir les épéistes à distance tout en confisquant les biens des soldats. Les envahisseurs ont annoncé que l'enlèvement avait pour but de négocier avec le gouvernement la libération de leurs camarades. Baldur, un conseiller militaire présent sur le navire, questionna leurs intentions, provoquant le mécontentement d'un des hommes bêtes, qui, enragé, révéla qu'ils avaient reçu les nouveaux pouvoirs directement de la déesse. Léonie murmura à Célia que les deux devraient se séparer, et disparut silencieusement dans le sol avec l'aide de son ombre, déterminée à sauver la princesse. Dans la salle de contrôle, la princesse, désormais prisonnière de Charnac, a activé le moteur du vaisseau en utilisant ses pouvoirs élémentaires, en échange de la sécurité des civils. Bastia leur ordonna de se diriger vers la capitale, mais la princesse aperçut un nid vide sur la route. Il était clair que les véritables intentions de Charnac étaient plus sombres. Elle avait l'intention d'effectuer des sacrifices avec des épéistes sacrés qui avaient été contaminés par le miasme du vide. Bastia a essayé d'arrêter le plan, mais a été englouti par les flammes qui ont émergé de sa propre épée démoniaque. Charnac a averti ses alliés que quiconque s'opposerait à elle finirait de la même manière. Regina arriva au port et fut surprise de voir que le navire était sur le point de partir. L'animal de compagnie de la princesse a couru vers elle et, grâce à sa connexion spirituelle, lui a demandé de l'aide. Avec la créature à ses côtés, Regina monta rapidement à bord du vaisseau en mouvement et, alors qu'elle traversait les couloirs, trouva Léonie perdue parmi les compartiments. La révélation est arrivée de manière inattendue lorsque Regina, face à la gravité de la situation, a admis que la princesse était sa sœur cadette et a demandé de l'aide à Léonie. L'histoire de Regina a ensuite été révélée. Elle est née comme 4e fille du roi, mais elle a été condamnée à mort pour le simple fait d'être venue au monde la nuit même où une étoile associée à la calamité brillait dans le ciel. Croyant qu'il s'agissait d'un mauvais présage, le royaume choisit de l'éliminer. Cependant, le duc Crystalia intervint auprès du roi et réussit à la sauver à condition qu'elle cache son identité. Regina fut alors confiée à la famille d'un des fils du duc et grandit comme servante aux côtés de Célia. Elle a partagé avec Léonie qu'elle était allée au port juste pour observer sa sœur de loin, mais qu'elle avait fini par rencontrer l'esprit élémentaire de sa sœur, le petit escarboucle. Léonie a rapporté que la princesse avait été kidnappée par un groupe de demi-humains qui contrôlait désormais le navire. Compte tenu de cela, les deux ont décidé de la sauver. De l'autre côté du vaisseau, Célia recevait des instructions Delphine, qui lui demandait de provoquer une diversion, car elle avait caché un drone dans le lustre qui pouvait bloquer le détonateur utilisé par les ravisseurs. Célia, sans hésitation, se piqua le doigt avec une fourchette à proximité et activa ses pouvoirs vampiriques. Léonie et Regina arrivèrent à la salle de contrôle et furent surpris de la trouver vide. Le système de navigation automatique était bloqué. Léonie suggéra qu'il invoque la princesse en utilisant le pouvoir de sa lignée royale, mais Regina hésita, réticente à révéler sa véritable identité. Léonie insista, affirmant que la sécurité de la princesse était plus importante. Regina a ensuite contacté sa sœur par l'intermédiaire du carboncle, préservant ainsi son anonymat. La princesse a révélé son emplacement et a fourni le code d'accès, leur demandant d'empêcher le navire de s'écraser sur le récif du vide. Léonie confia à Regina la tâche d'empêcher l'impact, tandis que lui-même irait secourir la princesse. Dans la pièce où étaient détenus les otages, les filles ont réussi à se libérer et ont affronté les ravisseurs. Elphine a utilisé son drone pour bloquer le signal du détonateur, tandis que Célia manipulait son sang pour désactiver l'appareil. Ils désarmèrent les envahisseurs et libérèrent les prisonniers, mais furent étonnés lorsqu'ils regardèrent par la fenêtre et réalisèrent que le navire se trouvait juste au-dessus du récif du vide. Les vides de classe Mermin ont commencé à envahir le vaisseau et les filles se sont préparées au combat, protégeant les civils évacués. Léonie a contacté Célia et lui a demandé d'aider Regina dans la salle de contrôle, en utilisant la clé qu'il lui avait donnée plus tôt. Il a déclaré qu'il s'occuperait lui-même des vides, car il avait vu la princesse être emportée par un avion à l'horizon. Célia a sauvé Regina alors qu'elle était entourée de créatures, tandis que les autres filles faisaient face à un mangeur de cerveau, une entité bien plus forte que les vides Mermin. Sakuya a insisté sur le fait qu'elle s'occuperait seule de la créature. Après avoir quitté la pièce avec les civils, elle resta pour affronter le monstre et, à l'aide de son épée démoniaque,
acheva l'ennemi en silence. Regina a atteint le cœur du vaisseau et a utilisé le code Calamity Star pour accéder au système. Elle fut émue lorsqu'elle réalisa que la princesse l'avait enregistré sous ce nom symbolique, se sentant reconnue. Puis elle a inversé la trajectoire du navire. À l'extérieur du vaisseau, Léonie enveloppa l'engin de son ombre au moment exact où il était sur le point de décoller. Il lança des boules de feu dans les vides environnants, déclarant qu'il punirait les ennemis de son royaume en tant que véritable seigneur démon. Fenrir et Elphine étaient sur le point d'être encerclés par d'autres vides, mais furent sauvés par Chéri, qui a agi rapidement sans attirer l'attention sur elle, laissant les autres confus par ce qui s'était passé. Sakuya, épuisée, resta seule dans un autre compartiment, assise à côté du corps du mangeur de cerveau. Léonie, après avoir affronté Charnak, a révélé sa véritable identité en tant que seigneur démon d'Icharnak, mais elle a refusé de le croire. Il bloqua ses sorts avec facilité et l'immobilisa avec sa magie. Lors de l'interrogatoire, Léonie a exigé de connaître ses objectifs. Charnak a expliqué qu'il avait l'intention de corrompre les épéistes sacrés et d'offrir leurs épées démoniaques à la déesse. Lorsque Léonie demanda le nom de la déesse, Charnak fut interrompu par une lame qui la transperça brusquement. La lame était connue sous le nom de Zogstar, et c'était une épée légendaire connue pour avoir tué des seigneurs démons dans le passé. On a découvert que l'épée était devenue un nouveau seigneur du vide à l'époque actuelle. Léonie lança un sort de feu de 8e niveau sur elle, mais la lame absorba l'énergie et répondit par des attaques utilisant la téléportation. Léonie se débattait avec difficulté, tandis que Regina le surveillait à travers les caméras internes du vaisseau. Elle a activé les armes du vaisseau, qui ont commencé à tirer sur le seigneur du vide et les ennemis proches. Lors du bombardement, Regina a lancé un missile sur l'ennemi et a réussi à causer quelques dégâts. Un deuxième missile a été tiré, mais il s'est ouvert en plein vol, révélant Célia à l'intérieur. Elle atterrit à côté de Léonie pour le soutenir au combat. Léonie lui a demandé de retenir les vides communs pendant qu'il préparait le coup final avec son épée démoniaque. En utilisant une technique secrète, Léonie a porté un seul coup contre le seigneur du vide, ce qui a généré une explosion d'énergie qui a enveloppé tout le vaisseau et a complètement détruit la lame légendaire. Plus tard, au port, la princesse a personnellement remercié le peloton pour ses efforts. Léonie n'était pas présent. Lorsqu'elle a demandé de ses nouvelles, on lui a répondu qu'il n'avait pas pu venir pour cause de maladie. Lorsqu'elle demanda des nouvelles du médium spirituel qui l'avait aidé lors de l'incident, on lui répondit qu'elle aussi n'avait pas pu être présente, mais qu'elle avait laissé ses vœux de bonheur au nom de Regina, ce qui rendit la princesse visiblement heureuse. Léonie, pour sa part, resta au repos, tout son corps souffrant après la bataille. Regina lui rendit visite en silence, lui apporta de la nourriture dans une assiette couverte et le remercia de l'avoir aidé à retrouver sa sœur. Avant de partir, elle se pencha et embrassa soudainement Léonie. Un groupe de soldats poursuivait les demi-humains qui s'étaient cachés sous terre, mais ils les ont trouvés et ont annoncé qu'ils étaient tous piégés. Soudain, les corps des soldats se sont transformés en pierre. Un homme étrange apparut devant eux et, à l'aide d'un sort, força tout le monde à se prosterner. Il s'est présenté comme un seigneur démon et a expliqué que les soldats reviendraient bientôt à la normale. Il a promis aux demi-humains un refuge s'ils juraient fidélité à sa cause. Face à l'offre, ils acceptèrent et furent nommés les loups démoniaques. Le seigneur a créé un labyrinthe souterrain pour qu'ils puissent s'échapper sans être détectés, affirmant que les soldats ne pourraient pas le voir. Après cela, il a reçu un appel et s'est rendu compte qu'il était recherché, alors il est rapidement parti. Dans une autre partie de la ville, Célia remarqua des corbeaux qui tournaient autour du dortoir, sachant que ces oiseaux étaient attirés par les vampires. Elle pensait que Léonie pourrait peut-être faire quelque chose et commença à le chercher. Lorsqu'elle est entrée dans sa chambre, elle a vu Chéri nettoyer l'endroit, ce qui l'a laissée confuse. Cependant, Chéri a soudainement disparu, ce qui a amené Célia à penser qu'elle imaginait simplement des choses. Elle a appelé Léonie en disant qu'elle le cherchait, mais il a raccroché. Célia a alors décidé de prendre un bain. Et pendant ce temps, le seigneur démon retourna dans sa chambre et retira son déguisement, révélant qu'il était en fait Léonie. Il était clair qu'il prévoyait de reconstruire son armée de démons et qu'il croyait que les demi-humains serviraient bien son objectif. En entrant dans la chambre de Célia, Léonie la vit s'habiller et s'excusa immédiatement. Regina est apparue au même moment et, en les voyant ensemble, a mal interprété la situation. À table, Regina a commenté les rumeurs qui circulaient à propos du dortoir, affirmant que beaucoup pensaient que l'endroit était hanté. Il a mentionné des rapports sur un chien noir et une fille fantôme. Célia, se souvenant de ce qu'elle avait vu, dit qu'elle avait peut-être rencontré le fantôme, car elle avait vu une fille nettoyer la chambre de Léonie. Il a répondu en disant que ce n'était rien de plus que de l'imagination, sachant exactement à quoi Célia faisait référence à Chéri. Célia lui demanda où il était allé, et Léonie répondit qu'il se préparait pour le départ du jour, précisant qu'il ne voulait pas la décevoir. Regina a révélé qu'ils affronteraient l'équipe de Fenrir et a prédit que ce serait un combat difficile, mais Célia s'est montrée déterminée à gagner. L'affrontement commence et Célia parvient à détruire l'un des drapeaux ennemis. Elphine a détecté les attaquants qui approchaient et a informé Regina de leur emplacement, qui les a éliminés à distance. Sakuya avança seule pour créer une diversion,
tandis que Celia se déplaçait rapidement et détruisait d'autres drapeaux ennemis. Au cours de l'avancée, elle a été attaquée par des loups de glace et a fini par être mordue, tombant au sol. Fenris est apparu peu de temps après, révélant qu'il avait anticipé la stratégie du groupe de Celia. Elle a demandé à Sakuya de chasser ces loups, tandis qu'elle envoyait des attaquants pour détruire les drapeaux ennemis. Croyant à la victoire de son escouade, Fenris se prépara à vaincre Celia, ordonnant à son compagnon de prendre soin de Léonie. Elle a chargé Celia, a réussi à la repousser et a utilisé les loups pour restreindre ses mouvements. Le compagnon de Fenris a essayé de tirer sur Léonie, mais il a bloqué l'attaque et a utilisé son ombre pour l'envelopper et l'étouffer. Celia réussit à se libérer et contre-attaqua Fenris de toutes ses forces, parvenant à la vaincre. Léonie a reconnu le pouvoir de Celia et a pensé qu'elle était destinée à devenir son bras droit. Leur peloton a remporté le match. Ailleurs, un homme mystérieux nommé Nephikus offrit des épées démoniaques à sa déesse, affirmant que le moment de son réveil était proche. Un nouveau jardin d'assaut a été détecté et dans la salle de contrôle, tout le monde a vu l'image de la structure. Celia reconnut immédiatement cet endroit comme étant sa ville natale, le 3e jardin d'assaut, qui avait disparu dans le territoire vide il y a 6 ans. On a découvert que le jardin se dirigeait en ligne droite vers la position actuelle du groupe et atteindrait sa destination dans 7 jours. Le commandement a signalé que 2 signaux de détresse avaient été envoyés à des moments différents, indiquant la possibilité de survivants. Le commandant en chef a ordonné au groupe d'enquêter sur le site et d'empêcher le jardin d'avancer, fixant un délai de 72 heures pour terminer la mission. Elphine a demandé pourquoi son peloton avait été choisi et a suggéré que la décision était liée au fait que Celia était la dernière survivante de la famille Crystalia, originaire de ce jardin. La commandante a envisagé cette possibilité, mais a expliqué que la décision venait du département administratif et qu'elle croyait au potentiel du groupe. Celia a accepté la mission. Le lendemain, Léonie a commenté qu'il avait vu le symbole du Saint-Ordre dans la ville et a déclaré qu'il avait l'intention de trouver la personne responsable de cela. Il chargea Blackus de surveiller le royaume en son absence et ordonna à Chéri de l'accompagner. Alors qu'ils volaient vers leur destination, Regina invita Léonie à se reposer sur ses genoux et commença à lui nettoyer doucement l'oreille. Pendant le voyage, Léonie se souvint du moment qu'il avait partagé avec Rosalia, quand elle lui avait dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Elle a dit qu'elle renaîtrait après 1000 ans, et il a promis de la chercher, jurant qu'il ne se reposerait jamais jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'ils arrivèrent au 3e jardin d'assaut, ils le trouvèrent enveloppé d'un épais brouillard, obligeant tout le monde à chercher à pied. Celia a demandé aux filles d'enquêter sur le signal de détresse, tandis qu'elle et Léonie se dirigeaient vers le centre de la structure pour tenter d'arrêter l'avancée du jardin. Elphine a ensuite programmé son drone pour suivre Celia à distance, lui permettant de surveiller la situation à distance. Léonie a convoqué Chéri et lui a ordonné de s'occuper des filles, déclarant qu'elles étaient toutes des sujets sous sa protection. Celia se souvenait du jour où la ville avait été détruite, alors qu'elle se cachait encore dans l'abri. Alors qu'il se remémorait ses souvenirs, le compteur qu'il portait s'est déclenché, indiquant un danger imminent. Un rayon d'énergie a frappé la zone, plaquant Celia au sol. Léonie regardait au loin un vide colossal s'approcher. La scène changea et une fille nommée Arlène réalisa qu'elle avait été projetée 1000 ans dans le futur. Elle regarda la ville en ruine, croyant qu'il n'y avait plus d'humains dans le monde. Il s'est avéré qu'elle avait été envoyée pour intervenir, car la déesse était sur le point de renaître. Nephikus s'approcha et la reconnut comme l'héroïne elfique légendaire, comprenant qu'elle avait été envoyée pour détruire le vaisseau de la déesse, en utilisant l'épée sacrée Crozax. Arlène, réalisant qu'il était le gardien du vaisseau, a essayé de l'attaquer, mais il a disparu, révélant que tout cela n'était qu'une illusion. Il lui a demandé de partir, et un vide géant s'est approché, menaçant de la tuer. Pendant ce temps, Celia restait blessée par l'attaque du vide, mais Léonie lança un sort qui la transporta dans un tunnel souterrain. Le vide a tiré un nouveau rayon d'énergie, mais Léonie a bloqué l'attaque avec un bouclier magique. Il a répondu avec une boule de feu, mais une barrière sacrée protégeait l'ennemi. Léonie reconnut la magie comme un enchantement protecteur céleste et réalisa que le vide essayait d'imiter un ange. Malgré cela, il savait qu'une telle ruse ne suffirait pas contre lui. Les autres filles ont vu les explosions de loin. Elphine a confirmé que son drone avait été détruit, alors tout le monde a décidé de chercher Celia. Le vide lança des flèches magiques sur Léonie, mais il les esquiva facilement. En réponse, il lança un sort de gravité de niveau 8, essayant d'écraser l'ennemi. Cependant, le vide résista à la pression magique. Léonie intensifia sa magie et invoqua un sort de 9e niveau, créant une sphère lumineuse qui enveloppa le vide. Malgré cela, la créature a lutté contre le pouvoir invoqué. Léonie a suivi avec un sort de foudré, avec un coup précis, a réussi à le détruire complètement. Il s'est approché de Celia, l'a informé qu'il avait éliminé l'ennemi, mais s'est rendu compte qu'elle était gravement blessée. Il lui a demandé de se reposer, sachant que la guérison prendrait du temps. À ce moment-là, des silhouettes spectrales commencèrent à s'approcher. Celia remarqua le blason de la famille Crystalia parmi eux et reconnut qu'ils appartenaient aux anciens ralliés de son père. Le chef des fantômes, William, a révélé qu'il était responsable de l'envoi du signal de détresse. Il a déclaré que le 7e jardin d'assaut était en danger,
car un nouveau seigneur du vide s'était installé dans la ville et avait fusionné son essence avec la plante de mana locale, dans le but d'absorber l'énergie. William croyait que le réveil du seigneur était imminent. Celia pensait à la nécessité de prévenir tout le monde, mais elle savait que personne ne la croirait sans preuve. Léonie lui a rappelé qu'elle avait encore besoin de récupérer. William a dit qu'il avait préparé une voiture enchantée et a suggéré de l'emmener au vieux manoir. Il a été découvert que les fantômes étaient composés de mana pur et pouvaient donc faire fonctionner le véhicule magique. Cependant, Léonie trouva le transport lent et invoqua ses chevaux démoniaques, qui étaient attachés au char pour augmenter sa vitesse. Pendant ce temps, les filles ont trouvé Arlène et, la croyant survivante, ont essayé de se rapprocher. Arlène réagit de manière hostile et tira son épée, convaincue qu'il travaillait pour Néficus. Elle a attaqué, mais Sakuya a bloqué son avance et les deux ont commencé une confrontation. Sakuya réussit à la vaincre, mais décida d'épargner sa vie, reconnaissant qu'Arlène était trop affaiblie pour se battre efficacement. Celia a reçu un appel d'Elphine, qui l'a interrogée sur le vide auquel elle était confrontée. Celia rapporta que l'ennemi avait déjà été vaincu. Elle expliqua qu'il y avait un seigneur du vide caché dans la ville et qu'il manipulait la centrale électrique, ce qui justifiait la réactivation du jardin de sel. Elle a suggéré que le groupe enquête sur la plante, mais Elphine les a informés qu'ils s'occupaient d'un survivant blessé et qu'ils iraient au manoir après avoir terminé le traitement. Léonie a offert un cadeau à Celia et lui a expliqué que l'objet était capable de convertir le mana en force physique, avertissant que cela consommerait rapidement ses réserves d'énergie. Il a stocké l'artefact à l'intérieur de son corps et lui a demandé d'imaginer porter l'objet chaque fois qu'elle voulait l'activer. Celia lui a demandé pourquoi il lui avait donné ça. Léonie a répondu qu'il ne voulait pas l'avoir blessée à nouveau et a dit qu'elle devait rester en sécurité. Il lui a également donné de petits porte-clés, disant qu'il portait chance. Les filles ont soigné les blessures d'Arlène, qui a expliqué qu'il s'était blessé en faisant face au vide. Elle a demandé ce que le groupe faisait là. Elphine a expliqué que la ville avait été détruite 6 ans plus tôt et qu'ils étaient là pour enquêter sur la raison de la réactivation du jardin de sel. Elphine a alors demandé à Arlène pourquoi il était là. Arlène a révélé qu'il était en quête pour vaincre la déesse et a annoncé qu'il était sur le point de partir. Cependant, le bruit de l'estomac d'Arlène trahit sa faim, ce qui poussa Sakuya à lui offrir de la nourriture. Elphine a déclaré qu'il était désormais du devoir du groupe de la protéger. Ailleurs, Néficus préparait la renaissance de la déesse. Un vide s'est approché et l'a informé que son ange avait été tué. Néficus fut surpris d'apprendre que la personne responsable de l'acte était humaine et considéra qu'un tel individu représentait une menace, décidant d'intervenir personnellement. Pendant ce temps, Celia arriva au vieux manoir de sa famille. En entrant dans la bibliothèque, il se souvint de l'époque où son père passait des heures dans cet environnement silencieux. Les fantômes ont jeté un sort et ont permis à Celia de voir la bibliothèque du manoir telle qu'elle était avant sa destruction. Alors qu'elle marchait parmi les étagères restaurées comme par magie, elle se souvint d'une histoire que son père lui racontait. Selon lui, un ancien seigneur démon a provoqué la colère de Dieu et, en conséquence, un héros a été envoyé dans le monde pour lui faire face. Son père disait toujours que le seigneur démon avait été vaincu, mais il avouait qu'il n'était jamais sûr que c'était vraiment la fin de l'histoire. Le moment fut interrompu par l'arrivée de Néficus. Celia le vit et se demanda s'il était un survivant, mais il interpréta son doute comme une insulte. Immédiatement, il l'a attaqué, la mettant KO. Au milieu de l'inconscience, Celia revit un souvenir dans lequel son père lui demandait d'évacuer la ville et de chercher un abri. Elle a insisté pour qu'il l'accompagne, mais il a expliqué qu'il devait rester et se battre, lui rappelant que la famille Crystalia avait le devoir de protéger la ville. Il a dit qu'elle n'avait pas encore réveillé son épée sacrée, donc sa mission était de survivre. Avant de la laisser partir, il se souvint de la légende du Seigneur démon, disant que, bien qu'étant une figure véritablement maléfique, il reviendrait un jour, non pas pour détruire, mais pour sauver l'humanité dans son heure la plus désespérée. Dans le présent, Néficus réalisa qu'il avait exagéré en utilisant un sort de 3e niveau, mais lorsqu'il dissipa la poussière magique, il remarqua la présence de guerriers squelettiques. Surpris, il se demanda qui avait invoqué ces créatures. Les squelettes se sont positionnés autour de Celia et ont déclaré qu'ils la protégeraient, ce qui a fait supposer à Néficus qu'elle était leur maître. Il commença à préparer un sort de 6e niveau pour les anéantir, mais à cet instant, Léonie apparut, invoquant une puissante magie de feu qui le jeta au loin. Celia, reprenant connaissance, s'enquit des squelettes. Léonie a expliqué qu'ils avaient été invoqués grâce au porte-clés qu'il lui avait donné. Néficus, bien que blessé, réussit à se relever et déclara que Léonie n'était pas un humain ordinaire et que ses sorts ne suffiraient donc pas à le tuer. Il a répondu avec une explosion de feu, mais Léonie a lancé un sort de glace et l'a facilement surmonté. Néficus fut choqué de voir le pouvoir de Léonie et commença à se demander qui il était vraiment. Avant qu'il ne puisse continuer, le sol trembla. Néficus rit de satisfaction et déclara que la déesse s'était réveillée. Considérant sa mission accomplie, il s'échappa par un portail,
disant que la fin du monde était proche. Léonie se souvenait avoir vu Néphécus dans sa vie passée. Je savais qu'il avait servi comme serviteur du Seigneur des Enfers. Léonie réfléchit à ce qu'il faisait là et se demanda si la déesse pouvait être Rosalia. Un symbole du Saint-Ordre est apparu dans le ciel. La déesse est finalement apparue. William a révélé qu'il s'agissait de la même entité qu'il avait mentionnée plus tôt, la Dame du Vide. Des anges l'entouraient. Léonie observa le visage de la déesse et réalisa qu'elle avait été créée à partir des restes du héros légendaire Résurrection. Regina a regardé les événements et a informé le reste du groupe de l'apparition de la déesse. Elphine, après avoir entendu le rapport, a activé le navire via son drone et a envoyé un signal de détresse, demandant des renforts. Les anges attaquèrent le peloton et Elphine conclut que la retraite était impossible. Il a déclaré que la seule chance de survie serait de vaincre la déesse. Elle a expliqué qu'elle utiliserait son drone pour localiser un véhicule et réduire la distance avec l'ennemi. Le groupe a affronté les anges dans un combat direct. Malgré la destruction des corps ennemis, les anges se sont régénérés instantanément. Elphine a effectué un scan et a découvert que le point faible des créatures était leur tête. Tout le monde a commencé à cibler ce point et à les éliminer efficacement. Léonie se souvenait que la résurrection avait le pouvoir de restaurer la vie, ce qui expliquait la capacité des anges à se régénérer. Alors que les combats s'intensifiaient, Léonie remarqua l'approche de la déesse. Elphine a localisé des véhicules disponibles et a demandé au groupe de la protéger pendant qu'elle les activait. Léonie lança des sorts de feu et élimina plusieurs anges, pensant qu'il y avait peut-être une chance de vaincre la déesse, mais le nombre de créatures autour d'elle était innombrable. Il décida de l'attaquer directement et invoqua un sort de niveau 10, formant une sphère de lumière colossale qui engloutit complètement le corps de la déesse. Cependant, elle s'est immédiatement régénérée et a commencé à préparer un sort dévastateur. Léonie a érigé une barrière pour tenter de se protéger. La déesse commença à invoquer des flammes du ciel, recouvrant la région de feu. Arlène, observant de loin, reconnut la magie comme étant un sort de 11e niveau appelé Némésie, capable de provoquer une destruction à grande échelle. Léonie réussit à résister à l'attaque, mais remarqua une nouvelle vague d'anges qui approchait. Il a demandé à Célia de le protéger pendant qu'il préparait l'attaque finale contre la déesse. Célia a utilisé son propre sang pour créer des ailes et a avancé contre les anges, les battant avec le soutien des guerriers squelettiques. Léonie se dirigea vers la déesse avec l'intention de la tuer en utilisant Dansleif. Lorsqu'il tenta de porter le coup décisif, l'épée émit une résonance. Il entendit la voix de Rosalia dans son esprit. Cela lui fit croire que Rosalia pouvait être à l'intérieur de la déesse, et pendant un moment, il hésita. Malgré cela, il a attaqué. La déesse bloqua le coup et répondit en lançant une volée de flèches magiques. Léonie a été frappée et jetée au sol. La déesse a recommencé à lancer le sort Némésie. Célia, en réponse, activa le don qu'elle avait reçu de Léonie. Avec ce pouvoir, elle lança une attaque dévastatrice qui fit s'écraser violemment la déesse au sol. Célia courut vers Léonie, vérifia son état et l'écouta pendant qu'il lui ordonnait de fuir, disant que tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle survive. Léonie pensait que Célia boirait son sang et s'enfuirait, mais au lieu de cela, elle lui a offert son propre sang. Le contact a activé les souvenirs qui avaient été scellés par Rosalia. Il se souvenait du moment où il était avec elle, lorsque Rosalia lui avait ordonné de la tuer avec l'épée démoniaque si jamais elle se transformait en monstre. Il a dit qu'il ne pourrait pas le faire, mais elle a insisté sur le fait qu'il devait la rencontrer à l'avenir et a dit que Dansleif le guiderait vers sa destination. En réfléchissant à ces mots, Léonie se demanda pourquoi il avait pu attaquer la déesse en utilisant l'épée démoniaque. Pour lui, cela aurait dû être impossible, car l'épée ne devait être utilisée que contre le véritable ennemi. Face à cette contradiction, il conclut que la déesse était un imposteur. Léonie réussit à se relever, et Célia déchira une partie de sa robe, lui offrant un fragment pour arrêter la blessure. Il a déclaré qu'il vaincrait la déesse et lui a demandé de le soutenir, disant qu'il avait encore assez de mana pour libérer sa compétence ultime. William a suggéré d'utiliser les fantômes comme source d'énergie. On a découvert que les âmes des anciens citoyens restaient encore dans la ville, car l'influence de la résurrection les empêchait de partir. William a expliqué que tout le monde voulait se venger et était prêt à se battre. Léonie accepta la proposition et commença à lancer un sort, créant une sphère d'énergie qui commença à absorber le pouvoir des âmes. William a exprimé son intérêt à l'aider directement, mais Léonie a révélé qu'il avait d'autres plans. Il a invoqué des squelettes et a permis au groupe de William de les posséder, leur demandant de le protéger pendant qu'il chargeait sa magie. Célia a utilisé son sang pour créer des armes pour les nouveaux soldats et les a conduits sur le champ de bataille. Pendant ce temps, Elphine a réussi à activer les véhicules. Le groupe se préparait à partir, mais Arlène déclara qu'il souhaitait affronter la déesse. Regina essaya de se rappeler qu'Arlène était toujours blessée, mais à ce moment-là, un ange s'approcha et Arlène le tua d'un seul coup. Elle a expliqué que Crozax a été créé pour éliminer les seigneurs démons. Sakuya a reconnu le sérieux de l'engagement d'Arlène et sa volonté de tout risquer, alors Elphine lui a permis de rejoindre la mission. Célia et les squelettes ont éliminé les anges à proximité. Tout le monde s'est battu pour protéger Léonie alors qu'il rassemblait le pouvoir des âmes, mais le processus prenait beaucoup de temps. Un ange chargea Célia,
la faisant tomber. Les squelettes l'ont averti de ne pas baisser sa garde, reconnaissant le potentiel de ses pouvoirs, mais l'avertissant qu'elle ne pouvait pas compter uniquement sur eux au milieu de la bataille. Célia répondit que la robe magique avait des conséquences néfastes sur son corps, mais elle refusait toujours de reculer, déterminée à protéger Léonie. La sphère d'énergie grandissait à mesure que Léonie continuait d'absorber les âmes. La déesse a commencé à lancer le sort Némésie. Léonie savait qu'il avait besoin de plus de temps pour terminer sa magie. Il ordonna au groupe de se retirer, tandis que la déesse faisait pleuvoir du feu sur la région, mettant tout le monde à feu et à sang. Malgré cela, tout le monde a réussi à s'échapper, et il est resté, immergé dans son sort. Les filles ont conduit les véhicules à travers les routes détruites, mais ont vite remarqué qu'elles étaient poursuivies par des anges. Regina a activé son arme et les a abattus. Ils aperçurent la déesse au loin et Arlène décida de conserver ses forces. Le groupe s'est rendu compte que la route avait été détruite, alors ils ont activé les propulseurs, leur permettant de sauter par-dessus la crevasse. Cependant, un ange colossal est apparu et a préparé un rayon d'énergie pour les attaquer. De façon inattendue, l'ange a été violemment tiré et s'est écrasé contre un bâtiment, étant détruit lors de l'impact. Il s'est avéré que Chérie était intervenue pour les protéger, intéressée par la force de l'ennemi. Cependant, elle fut déçue lorsqu'elle réalisa sa faiblesse, réalisant que son propre pouvoir était à un autre niveau. Léonie a terminé le sort, mais s'est rendu compte que la déesse se préparait à tout détruire. Il a absorbé l'énergie accumulée à l'intérieur de Dain. La déesse éleva un bâtiment et le lança sur lui, mais Célia coupa la structure en deux, l'annihilant. Léonie a libéré toute la puissance de l'épée démoniaque, mais une barrière magique de haut niveau protégeait la déesse. À ce moment-là, le groupe s'est approché et Arlène s'est préparée à attaquer avec Crozax. Regina et Sakuya ont chargé de toute leur force, mais elles n'ont pas réussi à percer la défense. Arlène a ensuite utilisé sa capacité ultime et a percé la barrière, blessant gravement la déesse. Cependant, ils sont tous tombés au sol après l'attaque et ont perdu connaissance. Léonie a vu l'opportunité. La déesse a utilisé la voix de Rosalia pour tenter de le manipuler, mais il a reconnu l'imposture. Il chargea en avant de toutes ses forces, canalisant toute l'énergie de Dain dans un coup dévastateur qui détruisit complètement le corps de la fausse déesse. L'ennemi étant vaincu, William et les fantômes pouvaient enfin se reposer. Avant de partir, ils ont remercié tout le monde d'avoir servi Célia dans ces derniers instants. Célia entendit les voix des filles l'appeler, puis les guerriers squelettiques se retirèrent silencieusement. Elle a retrouvé Regina et Sakuya à parler d'Arlène, croyant qu'elle était celle qui avait vaincu la déesse. Des renforts sont arrivés sur les lieux et Fenry a célébré en voyant que tout le monde avait survécu, demandant une attention médicale immédiate. Pendant le vol de retour, Léonie réfléchit à la façon dont Arlène avait détruit la barrière de la déesse. Il se demandait pourquoi elle était là, sachant qu'elle était une héroïne. Quand il a vu Célia lire un livre, il lui a posé des questions à ce sujet. Célia expliqua que c'était une histoire sur un seigneur démon et commença à la lire à haute voix. Léonie s'est rendu compte que la description lui correspondait, mais il a conclu que le livre déformait les faits et n'était qu'un conte de fées. De retour au dortoir, Léonie a rencontré Blackus et Chérie. Les trois ont discuté du rôle de Néphikus dans la résurrection de la déesse, considérant qu'il devait être éliminé. Chérie a averti Léonie de faire attention à Arlène, croyant que son véritable objectif était de le tuer. Arlène s'est réveillée sur une civière et a remarqué qu'il n'avait pas encore disparu. Elle a conclu que sa mission n'était pas terminée. Déterminée à atteindre son objectif, elle s'est échappée du centre médical pour poursuivre ses recherches. Chérie était irritée de voir que Léonie avait donné la robe magique à Célia. Alors qu'elle discutait avec lui, Célia entra dans la pièce et les entendit. Léonie était gênée de la voir dans une serviette. Elle a supplié qu'on lui verse un peu de son sang, disant que porter cette robe l'avait épuisée. Il céda à contre-cœur et elle sauta sur lui. Léonie, en silence, pensa à nouveau à Rosalia, décidant de continuer sa recherche. Il réfléchit à la reconstruction de son armée de démons et à l'expansion de son empire, souhaitant voir les humains s'incliner à nouveau devant lui. Cependant, ses pensées furent interrompues lorsqu'une fille trébucha et renversa tout le popcorn sur lui. Mais c'est exactement à ce moment-là que l'anime a pris fin.